Le désert et la décision de Matteo. L'air brûlait au-dessus du désert de Sonora, et le soleil paraissait vouloir boire de la carte tous ceux qui osaient le défier. Aucun nuage, aucun souffle de vent frais, seulement cette étendue interminable de sable incandescent qui dévorait les pas et la volonté des hommes. Au milieu de ce néant se dressait un arbre mort, silhouette tordue et grisâtre, semblable au squelette d'un géant cloué dans la terre. Ni feuilles, ni ombre, seulement le vestige muet de ce qu'un jour avait été vie. Autour de lui, un groupe de migrants s'était effondré. Leurs lèvres fendillées saignaient presque, leurs yeux creusés par la faim et la soif semblaient aspirer vers l'intérieur, comme s'ils cherchaient un dernier refuge en eux-mêmes. La fatigue avait arraché toute énergie, mais pas encore la foi. Dans des sanglots étouffés, des voix tremblantes s'élevèrent en prière. Pas d'eau, pas de force, mais une dernière étincelle d'espérance. Parmi eux se trouvait Matteo Ramirez, un jeune homme de 22 ans originaire d'un petit village de Oaxaca. Toute son enfance avait été façonnée par la terre, l'odeur du maïs grillé dans la cuisine de sa mère, le tintement des cloches lors des fêtes patronales, les musiques de fanfare, et les prières murmurées au rythme des semailles et des récoltes. Mais depuis quelques années, la terre s'était appauvrie, les champs se vidaient, et surtout, sa mère, atteinte d'une maladie pulmonaire, avait besoin de médicaments que le sol ne pouvait plus lui offrir. C'est ainsi qu'un matin, avec seulement une vieille mochila, une bouteille vide et un chapelet suspendu à son cou, il avait choisi l'exil. La décision la plus déchirante de son existence. En ce moment même, agenouillé au pied de l'arbre mort, les lèvres craquelées, il se rappelait le dernier regard de sa mère, « Va avec prudence, mon fils. Ne fais confiance à personne et n'oublie jamais qui tu es. » Sa voix résonnait comme un écho fragile mais indestructible, le tenant debout au cœur de cette fournaise. Il ferma les yeux avec force, comme pour emprisonner ce souvenir dans sa chair, et serra entre ses doigts son chapelet usé. Autour de lui, les prières s'entremêlaient aux gémissements du vent. Une femme salvadorienne, tenant contre elle une fillette à demi inconsciente, murmurait d'une voix brisée, « Mon Dieu, ne nous laisse pas mourir ici. » Non loin, un homme au regard dur et aux mains calleuses frappait le sable, exaspéré, « À quoi bon supplier? Dans ce désert, c'est lui qui décide, pas le ciel. » Matteo entendait tout cela, mais il ne jugeait personne. Ici, au milieu de la poussière et de la soif, il savait que chacun risquait de perdre son dernier fil d'espérance. La chaleur atteignait un point inhumain. Chaque respiration était une brûlure, chaque pas un supplice. La peau de Matteo cuisait sous ses vêtements, et sa gorge hurlait pour une seule gorgée d'eau. Pourtant, au milieu de cette douleur, il ressentait une conviction étrange, la frontière n'était pas seulement une ligne sur une carte, c'était une épreuve de l'âme. Marcher ne suffisait pas, il fallait aussi croire, résister par la foi. Son esprit vagabondait vers son village. Les ruelles pavées où les enfants couraient pieds nus. Le sourire fatigué mais lumineux de sa mère, quand elle façonnait des tortillas avec presque rien. Et l'espérance d'un avenir meilleur, travailler, envoyer de l'argent, entendre un jour que sa mère respirait enfin sans douleur. Chacune de ces images était une flamme qui rallumait sa volonté. Un sanglot brisa le silence, la petite fille pleurait, sa voix fragile s'élevant comme un cri de détresse dans l'immensité. Sa mère la serra contre sa poitrine, comme si son étreinte pouvait la protéger du soleil. Matteo détourna les yeux vers l'horizon. Rien. Pas d'ombre, pas de promesse de pluie. Seulement l'infini du sable. Alors une pensée surgit, simple et brutale, si nous ne continuons pas, nous mourrons ici. Il contempla de nouveau l'arbre mort. Était-ce un présage de mort, ou au contraire, le rappel que même ce qui paraissait qu'avait un jour porté la vie? Matteo choisit d'y voir une leçon de résistance. Dans ce regard neuf, il trouva la force de se relever. Ses jambes tremblaient, mais son cœur battait encore. Et c'est là, sous ce soleil impitoyable et devant cet arbre nu, que commença une traversée qui transformerait à jamais son destin et celui de ceux qui marcheraient avec lui. Les adieux à Oaxaca. La mémoire le ramena à cette aube lointaine, dans son village de Oaxaca. L'air portait l'odeur de la terre humide après la nuit, mêlée à celle du café que sa mère avait fait infuser. Le ciel commençait à s'éclaircir quand il avait ajusté la sangle de sa modeste mochila. Sa mère, allongée dans une hamaca de fibres de palmier, étouffait une toux persistante grâce à une tisane de plantes. Ses yeux, fatigués mais encore pleins de dignité, l'avaient transpercé une dernière fois, « N'oublie pas qui tu es, Ijo. » Il avait hoché la tête en silence, incapable de la regarder trop longtemps de peur que sa détermination ne s'effondre. Puis, le cœur serré, il avait pris le chemin du nord. Dans son sac, 2 changes de vêtements,
un cahier froissé où reposaient les dessins de son enfance, et surtout ce chapelet battant contre sa poitrine, talisman fragile mais essentiel. Le soleil s'était levé lentement, et à chaque pas, la distance entre lui et sa mère s'élargissait comme une blessure ouverte. Ixtépec, carrefour des errances. Quelques jours plus tard, Mateo atteignit la ville de Ixtépec, toujours dans l'état de Oaxaca. Là, les migrants apparaissaient comme des ombres errantes, cherchant refuge contre la chaleur et l'hostilité. Ce qui frappait le plus, ce n'était pas seulement la sueur ou la poussière, mais la diversité des voix, d'accents et d'histoires. Guatémaltèques, salvadoriens, honduriens, chacun avait fui la misère, la violence, ou l'absence de futur. Au milieu de ce chaos, un bâtiment humble se distinguait, un refuge aux murs blanchis à la chaux, une croix de bois plantée au-dessus de la porte. C'est là que Mateo trouva, pour une nuit, un toit et une famille improvisés. Il y rencontra Rosa, une femme mince au visage marqué par la fatigue, mais dont les gestes restaient pleins de douceur. Ses bras fragiles ajustaient une couverture sur une petite fille profondément endormie. « Je suis Rosa », dit-elle d'une voix lasse mais aimable. « Nous venons de San Salvador. »« Elle, c'est Camila, ma fille. » Mateo esquissa un sourire discret. « Moi, je suis Mateo, de Oaxaca. » Dans un coin, un homme grand, aux épaules larges et aux yeux méfiants, observait en silence tout en buvant de l'eau. Julian Torres, de Guerrero, lâcha-t-il d'un ton sec. Puis il ajouta, comme pour poser une barrière invisible, et que ce soit clair, je marche seul. Le silence pesant fut brisé par l'arrivée d'un prêtre vêtu d'une soutane usée. Ses traits révélaient les années passées à écouter des confessions et des larmes, mais ses yeux brillaient d'une sérénité rare. « Bienvenue, mes enfants, dit-il d'une voix douce. Je suis le père Esteban. Ici, vous trouverez un toit et un plat de frijoles chauds. Ce n'est pas le luxe, mais c'est un refuge. » Mateo sentit un nœud dans sa gorge lorsqu'il goûta ce repas modeste. Les haricots noirs, simples et nourrissants, avaient la saveur du foyer, comme si, l'espace d'un instant, sa mère était près de lui. Rosa caressait tendrement les cheveux de Camila endormie, la protégeant de ses songes. Julian, quant à lui, restait rigide, comme si chaque gorgée d'eau était un combat contre sa propre méfiance. La peur de la bestia. Autour du repas, les conversations commencèrent naturellement. Un jeune Hondurien osa aborder le sujet qui hantait tous les esprits. On dit que beaucoup montent sur le train, la bestia. D'autres secouèrent la tête, certains préféraient marcher, même si cela prenait des semaines. Rosa soupira longuement. Marcher avec une enfant, c'est impossible. Moi, je devrais risquer le train. Mateo se mura dans le silence. L'image de la bestia, ce train monstrueux qui avalait des centaines de vies chaque année, l'envahissait de frayeur. Des wagons bondés, des hommes accrochés au toit, des corps mutilés par les roues. Mais il savait aussi que pour beaucoup, ce monstre de fer était la seule voie vers le rêve américain. Conclusion provisoire. C'est ainsi que, dans le fracas de leurs doutes et la chaleur de ce refuge précaire, Mateo comprit qu'il n'était plus seul. Le chemin qui l'attendait serait jalonné de peur, de perte et de sacrifices, mais aussi de solidarités inattendues. Sous le signe d'un arbre mort dans le désert, il avait trouvé la force de continuer. Sous le toit d'un refuge à Ixtépec, il venait de découvrir les compagnons qui, qu'ils le veuillent ou non, allaient tisser avec lui la trame de ce voyage vers l'inconnu. Le murmure du soir planait encore sur El Albergue, ce refuge fragile au bord des rails, où les âmes fatiguées cherchaient quelques heures de repos. Mateo avait entendu tant d'histoires terribles, des migrants mutilés en tombant du train, d'autres dépouillés et extorsionnés sur les toits brûlants de la bête, d'autres encore qui perdaient la vie avant d'atteindre la frontière. Mais il savait aussi que marcher à pied signifiait se condamner à davantage de faim, de soif, et de danger. Le père Esteban, silhouette calme malgré les ténèbres environnantes, prit la parole d'une voix grave et posée. « Aucune décision n'est facile, dit-il, mais rappelez-vous d'une chose, ne laissez jamais le désespoir vous pousser entre de mauvaises mains. Écoutez votre cœur, pas seulement les voix du chemin. » Mateo serra son chapelet entre ses doigts calleux. À côté de lui, Rosa cherchait dans son regard une complicité, comme pour y lire une certitude. Julian, lui, éclata d'un souffle agacé. Des paroles ne nous mèneront pas au nord, padre. Ce qu'il nous faut, c'est du courage. Le prêtre hocha la tête sans se vexer. Oui, Julian, mais le courage sans prudence peut vous coûter la vie. Cette nuit-là, tandis que la plupart s'endormaient, Mateo resta éveillé, pris dans le filet des pensées. Le grésillement des grillons se mêlait à la respiration régulière des dormeurs.
Dehors, la lune déversait son éclat froid sur les rails, comme un présage métallique. Très bientôt, il devrait décider, risquer sa vie en montant sur le dos du monstre d'acier, ou bien user ses pieds sur des routes interminables. Dans tous les cas, l'incertitude serait son unique compagne. À l'aube, Ixtepec s'éveilla sous un ciel alourdi de fumée et de poussière. Les migrants sortaient du refuge en petits groupes, partageant des morceaux de pain rassis et quelques gorgées de café noir qui n'apaisaient guère la faim. Matteo observait les rails, cicatrices de fer s'étirant vers le nord. La bête ne tarderait pas à rugir. Rosa, la voix tremblante, resserra les lanières du sac de sa fille et s'approcha de lui. « Dis-moi, c'est vraiment sûr ?» Matteo baissa les yeux. « Sûr ? Non. Mais si nous marchons, nous nous exposons encore plus. Le désert ne pardonne jamais. » Julian, assis sur une pierre, ricana sèchement. « Ne soyez pas naïfs. La bête est un piège de fer. Chaque année, elle emporte des dizaines d'imbéciles qui croient que la foi suffit. » Matteo soutint son regard. « Et toi, quel est ton plan ? » ?»« Marcher, même si cela me prend des mois. Au moins mes jambes dépendent de moi, pas d'un tas de ferraille. » Le grondement du train coupa court à leur dispute. Un frisson parcourut la foule, certains serrèrent leurs maigres bagages contre leur poitrine, d'autres coururent vers les rails. Matteo sentit son estomac se nouer. L'instant de vérité approchait. Rosa le fixa avec des yeux suppliants. « Aide-moi à monter Camilla, je t'en prie. » Il acquiesça aussitôt. Alors le monstre apparut, hurlant, projetant un nuage de poussière, vibrant comme s'il avalait la terre elle-même. Les migrants coururent à ses côtés, trébuchant parfois, ou parvenant à s'agripper au métal brûlant. L'air se déchirait de cris, de souffles et de peur. Matteo saisit la main de Rosa et attrapa ensuite la petite Camilla. Dans un élan désespéré, il réussit à hisser l'enfant, puis sa mère. Ses paumes se brûlaient au contact du fer ardent, mais il ne lâcha pas. Enfin, d'un bond brusque, il s'accrocha à l'échelle latérale et grimpa jusqu'au toit du wagon. Le vent fouettait son visage, arrachant des larmes involontaires. Quelques minutes plus tard, Julian apparut, ruisselant de sueur mais arborant un sourire de défi. « Tu vois ? Même le train n'a pas pu me laisser derrière. » Sur le toit, les voyageurs s'installèrent comme ils pouvaient. Le soleil s'élevait, chauffant la tôle sous leur corps. Le grondement du moteur couvrait les voies, mais les regards suffisaient, peur, espoir, lassitude. Matteo observa Rosa qui, les bras serrés autour de sa fille endormie, cherchait à la protéger des secousses du train. Au fond de lui, un poids nouveau grandissait, ce voyage n'était pas seulement une quête personnelle, c'était aussi une responsabilité, protéger ces vies fragiles à ses côtés. Julian, les bras croisés, murmura. On raconte que les cartels contrôlent les toits. Quand ils montent pour réclamer, mieux vaut avoir quelque chose à donner. Matteo se crispa. Et si on n'a rien ? Alors ils nous frappent, ou nous jettent. Un silence pesant s'installa. Matteo avala difficilement sa salive et leva les yeux vers l'horizon. Il se souvenait des paroles de sa mère, « N'oublie jamais qui tu es. » Le chemin serait cruel, mais sa foi et ses souvenirs demeuraient ses armes invisibles. Le train rugissait, traversant champs infinis et villages minuscules, où des enfants saluaient de loin. Dans le tumulte métallique, Matteo ferma les yeux un instant. Le vent sur son visage lui rappelait qu'il vivait encore, qu'il pouvait résister. Mais déjà une rumeur courait, des hommes armés attendaient plus loin. Son cœur s'emballa. La bête s'engouffrait dans les terres verdoyantes de Veracruz, où la jungle épaisse bordait des rivières étincelantes. L'air moite se collait au corps suant, mais personne n'admirait le paysage. Tous avaient en tête l'avertissement, les armes, la menace, l'ombre des cartels. Matteo serra son chapelet. Chaque choc du train sur les rails résonnait dans sa poitrine. Rosa pressait Camilla contre elle avec une force désespérée, comme pour la fusionner à son propre corps. Julian, lui, grinçait des dents. Qu'ils osent. Moi, je ne donnerai rien. Un vieil hondurien, aux yeux usés par trop de routes, secoua la tête. Garçon, ne sois pas fou. Ces hommes ne plaisantent pas. J'ai vu des gens jeter du train pour moins que ça. La tension devint insoutenable lorsque le train ralentit. 3 camionnettes surgirent dans un nuage de poussière, vrombissant comme des fauves. Des fusils brillaient aux fenêtres. Les cris fusèrent. Descendez ou payez le droit de passage. Les premiers coups de feu éclatèrent dans l'air.
Le frisson glaça l'échine des migrants. Certains descendirent aussitôt, livrant leur maigre bien. Julien se redressa, tremblant de colère. « C'est une honte !» hurla-t-il, sa voix couverte par le vacarme. Matteo le saisit par le bras. « Calme-toi, ils vont te tuer. »« Et tu veux que je leur donne le peu que j'ai » répliqua Julien, les yeux flamboyants. Les hommes armés montaient déjà dans les wagons. L'un d'eux, tatouage au cou, regard de fer, s'approcha. Rosa tremblait, Camilla sanglotait. Matteo, par réflexe, se plaça devant elle, bouclier dérisoire. L'homme cracha au sol et tendit la main. L'argent. Les téléphones. Tout. Personne ne passe gratuitement. Julien serra les poings. Je n'ai rien pour toi. Le fusil se leva, sombre promesse. Le cœur de Matteo bondit dans sa poitrine. Le monde retenait son souffle, suspendu entre la vie et la mort. La tension est tombée comme une lame invisible sur aquel instant fragile. Une voix, ferme et claire, s'éleva depuis les champs voisins. Laissez-les en paix. Ce sont des êtres humains, pas des animaux. Tous se tournèrent vers l'origine du cri. De sa parcelle de maïs surgissait un homme frêle mais droit comme un arbre centenaire, dont Teodoro, un paysan veracruzano au visage creusé par le soleil, avançait d'un pas assuré, un vieux machette serré dans sa main rugueuse. Son allure simple, son corps sec vêtu d'une chemise délavée, dégageait une force inattendue, celle de la dignité pure. Les hommes armés l'observèrent avec un mépris glacé. « Vieil imbécile, dégage ou on t'abat ici même » lança l'un d'eux, levant son fusil. Mais Teodoro ne bougea pas d'un pas. Son regard, profond comme les racines de la terre qu'il cultivait, ne vacilla pas. Ici, personne ne touchera un seul cheveu de ces voyageurs. Cette terre a encore une dignité, même si vous l'avez oubliée. Ce bref instant de confrontation fut suffisant, le conducteur du train, profitant de la diversion, appuya sur l'accélérateur. La locomotive trembla et s'élança de nouveau, secouant les passagers accrochés au wagon. Surpris et furieux, les assaillants comprirent qu'ils perdaient le contrôle. Dans un mélange d'injures et de tirs en l'air, ils se replièrent vers leur camionnette, disparaissant dans un nuage de poussière brûlante. Alors, le silence revint, lourd, écrasant, comme si la peur s'était figée dans l'air lui-même. Rosa pleurait doucement en caressant la tête de sa petite fille. Julien haletait, ses yeux brillants de colère contenue. Matteo, lui, sentit une étrange vague de gratitude l'envahir. Il cria vers l'homme resté debout dans son champ. « Merci, Don. Que Dieu vous bénisse. » Le paysan leva simplement une main, comme s'il saluait le destin, puis retourna à son labeur quotidien, indifférent à son propre héroïsme, comme si ce qu'il venait de faire n'était qu'un incident mineur dans le cours de sa vie. Matteo resta pensif. Ce chemin révélait des contrastes cruels, certains voulaient arracher des vies pour quelques billets sales, d'autres risquaient la leur sans rien attendre en retour. Ce contraste le frappa de plein fouet. Le monde pouvait être impitoyable, mais aussi, parfois, d'une justice inattendue. Le train reprit sa route à travers les plaines, et le vent fouetta de nouveau les visages épuisés. Matteo ferma les yeux, laissant l'air rafraîchir sa peau trempée de sueur. Il savait que ce ne serait pas le dernier obstacle, mais au moins, il venait de survivre à l'un des plus redoutés. Derrière eux, les champs fertiles de Veracruz s'effaçaient. Devant, la voie les menait vers des terres plus tempérées. Les jours s'égrenaient, rudes et incertains, vêtements trempés de sueur, peau brûlée par le soleil, estomac creux. Mais la vie continuait à s'accrocher à eux, malgré tout. Lorsque le convoi ralentit près de Puebla, une surprise inattendue les attendait. Sur les bords de la voie, des silhouettes féminines se tenaient prêtes, bras chargés de sacs. Un murmure d'espérance parcourut le wagon, les patrona. Matteo les vit alors lancer des bouteilles d'eau et des paquets de nourriture enveloppés dans du papier journal. « Tenez, hermano. Ne perdez pas courage !» criait-elle d'une voix ferme et chaleureuse. Rosa, avec des gestes tremblants, rattrapa une petite poche contenant des tortillas et des frijoles. Elle la serra contre sa poitrine comme un trésor inestimable. « Merci, mon Dieu » souffla-t-elle entre des larmes de soulagement. La petite Camilla mordilla un morceau de tortilla avec l'innocence d'un enfant qui ignore le danger qui l'entoure. Matteo, en débouchant une bouteille d'eau, sentit sa gorge s'enflammer tant la soif l'avait dévoré. Chaque gorgée coulait comme une bénédiction dans son corps usé. « Ces femmes sont des anges » murmura Julien, en buvant avec avidité. Pourtant,
son orgueil cherchait à reprendre le dessus. Ne vous fiez pas trop, personne ne donne rien gratuitement. Rosa lui lança un regard ferme, ses yeux noirs brûlants de conviction. Elles, si. Elles le font par amour du prochain. Julien détourna la tête, silencieux, presque désarmé par cette vérité simple. Plus tard, dans un refuge improvisé à Publa, les migrants purent enfin se reposer sous un toit de tôle. L'air était imprégné de l'odeur des frijoles cuits, et les remerciements se mêlaient au chant lointain des coqs. Matteo s'assit sur le sol, près de Rosa et de sa fille. « Pourquoi as-tu quitté ta terre » demanda-t-il doucement. Rosa garda le silence un moment, puis ses yeux se voilèrent. À San Salvador, les mareros ne nous laissaient plus en paix. Ils exigeaient de l'argent que nous n'avions pas. Ils menaçaient d'emporter ma fille si je n'obéissais pas. Une nuit, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. La violence allait nous engloutir. J'ai pris la route. Elle caressa les cheveux de Camilla, les doigts tremblants. C'était dur. Mais sur ce chemin, j'ai vu tant d'autres comme moi. Et je n'étais plus seul. Quand tu m'as aidé à monter dans le train, j'ai su qu'il restait encore de la bonté dans le monde. Matteo baissa les yeux, ému. J'ai pensé à ma mère. Elle est malade, elle a besoin de médicaments. Si je trouve du travail au nord, je pourrais l'aider. Rosa lui sourit tristement. Tes raisons sont aussi lourdes que les miennes. Dans un coin, Julien écoutait, feignant l'indifférence. Finalement, il se décida. Moi, je travaillais dans la construction, à Guerrero. Mais bientôt, les balles furent plus nombreuses que les briques. J'ai perdu des amis. Le travail s'est éteint. Alors, il ne me reste que ce chemin. Sa voix, d'ordinaire dure, sonnait fatiguée. Matteo croisa son regard avec compassion. Au fond, nous portons tous un fardeau. Julien esquissa un rictus amer. Oui. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Certains restent pour toujours sur le bord de la route. Ces mots retombèrent lourds, comme un glas. Mais soudain, Camilla, avec la désarmante innocence de l'enfance, tendit un petit morceau de tortilla vers Julien. Tenez, sonore. Mangez. Pris au dépourvu, l'homme fixa la fillette. Puis il accepta le morceau, son visage esquissant une grimace qui ressemblait presque à un sourire. Merci, petite. Dans ce geste simple, tous comprirent la véritable force de la solidarité. Ce n'était pas seulement la nourriture offerte par les patronats, ni le toit du refuge. C'était la main tendue, l'acte de partager le peu qu'on possédait, le regard qui reconnaît en l'autre un frère de misère. Quand la nuit couvrit Publa, Matteo s'allongea sur le sol froid. Les poutres rouillées au-dessus de sa tête semblaient dessiner une cage. Mais dans son cœur, une certitude nouvelle brillait, il n'était pas seul. Et cette pensée fut comme une petite lumière qui persiste au milieu de la nuit. Les jours suivants, le train poursuivit son voyage, laissant derrière lui Publa, Veracruz et les vallées verdoyantes. Peu à peu, le paysage changea. Les arbres s'espacèrent, la verdure disparut. Enfin, le train entra dans l'état de Sonora. Là, le monde semblait s'ouvrir sur un océan de sable et de pierre. L'horizon infini écrasait tout espoir d'ombre. Le ciel sans nuages déversait un soleil de plomb qui frappait les corps comme des marteaux brûlants. À peine eut-il posé le pied sur cette terre hostile que Matteo sentit le feu du désert ronger sa peau. Chaque respiration arrachait un peu plus d'humidité à sa gorge et à ses lèvres. Dans sa bouteille, il ne restait qu'un fond d'eau qu'il devait rationner avec soin. Rosa avançait lentement, tenant Camilla par la main. Son front brillait de sueur, ses yeux ternis de fatigue. « Je n'imaginais pas que ce serait aussi dur » murmura-t-elle, haletante. Matteo tenta de la rassurer. Un pas après l'autre. Le désert paraît sans fin, mais il ne l'est pas. Devant eux, Julien ricana amèrement. Tu dis ça parce que tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Ici, les gens meurent debout, la langue sèche, et personne ne les retrouve. Rosa lui lança un regard de reproche. Et tu crois que c'est le moment de parler ainsi? Il serra les dents, mais garda le silence. Autour d'eux, le désert imposait sa loi, un silence si profond que seul le craquement des bottes sur le sable et le bourdonnement lointain d'insectes invisibles venaient le troubler. Le soleil montait, impitoyable. À peine quelques rochers offraient une ombre chiche. Lors d'une halte, Matteo s'assit, le souffle court. De son sac, il sortit un vieux cahier froissé. Ses doigts tremblaient lorsqu'il ouvrit une page,
celle où il avait dessiné, enfant, le portrait de sa mère tenant une mazorca de maïs. Le papier jauni semblait un talisman fragile dans ce désert de mort. Il sut alors que, malgré la soif et la fatigue, il devait continuer. Pour elle. Pour Rosa et Camilla. Pour tous ceux qui avaient osé croire qu'au-delà du sable brûlant, il existait une vie meilleure. Le soleil caressait le désert de Sonora avec une cruauté que seuls ceux qui l'ont traversé pouvaient comprendre. Chaque rayon ardent pesait sur la peau comme un hiéro enflammé, et l'air, saturé de chaleur, semblait se transformer en un mur invisible qui les repoussait sans cesse vers l'arrière. Matteo, les yeux nimbés de sueur, crut un instant que ses forces allaient l'abandonner. Pourtant, lorsqu'il regarda Rosa assise à ses côtés, tenant la petite Camilla contre ses jambes amaigries, il trouva en lui une étincelle de courage. « Matteo, murmura Rosa d'une voix à peine audible, crois-tu vraiment que nous arriverons ?» Il hésita quelques secondes, cherchant une certitude qu'il n'avait pas. Mais il ne pouvait lui offrir que la foi. « Nous devons y croire. Nous n'avons pas d'autre choix. » Chaque pas était une bataille contre la soif et l'épuisement. Le sable brûlant engloutissait leurs pieds comme pour les retenir prisonniers. Julien titubait, les lèvres fendillées, mais refusait de s'arrêter. « Si nous nous arrêtons, la nuit nous achèvera. » Grogna-t-il, ces mots résonnant comme un ordre à lui-même. Et en effet, lorsque le soleil disparut enfin derrière les dunes, un autre ennemi surgit, le froid tranchant de la nuit désertique. Ce territoire sans pitié semblait porter deux visages, de jour, le feu, de nuit, la glace. Les migrants s'agrippèrent à leurs maigres sacs, cherchant à retenir un peu de chaleur. Leur corps tremblait sous le ciel immense où des milliers d'étoiles les observaient en silence, témoins impassibles de leur lutte. Matteo leva les yeux vers cet infini lumineux. Il pensa à sa mère, là-bas, à Oaxaca. Peut-être, à cet instant même, regardait elle aussi les étoiles. Cette pensée le réconforta, malgré la distance, un fil invisible les reliait encore. Rosa serra Camilla contre sa poitrine. Sa voix, brisée par la fatigue, se perdit dans le vent. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une terre puisse être aussi cruelle. Dans mon pays, nous avions peur des hommes, mais au moins il y avait de l'eau, des arbres. Ici, tout semble vouloir nous tuer. » Matteo l'écouta en silence. Il n'avait pas de mots assez puissants pour nier cette vérité. Mais il savait aussi que céder au désespoir, c'était se condamner à mourir. La nuit s'allongea, interminable. Certains pleuraient doucement, d'autres priaient, d'autres encore fixaient l'horizon, implorant l'aube comme une promesse fragile. Quand les premières lueurs du jour effleurèrent les dunes, Matteo se redressa péniblement. Le soleil allait bientôt revenir, et avec lui la fournaise. Il tendit la main à Rosa, serra ses doigts glacés et fit un pas. Dans le désert, marcher n'était pas une option, c'était une nécessité vitale. Le temps s'étira. 2 jours de marche ininterrompue les avaient réduits à l'état d'ombre titubante. L'eau manquait depuis longtemps. Les lèvres de Matteo saignaient à chaque mot. Rosa avançait en portant Camilla, à moitié endormie, et Julien traînait les pieds comme s'il expiait une faute invisible. Le désert s'étendait à perte de vue, infini, moqueur, comme une mer figée qui se riait de leur résistance. Au plus fort du jour, lorsqu'ils croyaient que la chaleur allait les consumer vivants, une silhouette apparut au loin, un arbre solitaire. Un cri muet parcourut le groupe. Leurs pas s'accélérèrent, portés par l'espoir d'un miracle. Mais l'espoir se changea vite en désolation, l'arbre n'était qu'un squelette desséché, ses racines mortes exposées comme des veines arrachées. Rosa s'effondra à genoux, serrant sa fille contre elle. « Non, non. On ne peut pas être venu jusqu'ici pour mourir ainsi. » Camilla entr'ouvrit les yeux et murmura, d'une voix brisée. « Maman, j'ai soif. » Puis elle retomba dans un demi-sommeil. Matteo sentit son cœur se fendre. Autour de lui, il n'y avait rien, pas une trace d'eau, pas un oiseau, rien qu'un désert silencieux. Il s'adossa au tronc rugueux, et la douleur de l'écorce dans son dos ne fit qu'accentuer son désespoir. Les mots de sa mère revinrent, comme un écho lointain, « N'oublie jamais qui tu es. » Mais en cet instant, il n'était plus qu'un homme brisé. Julien, le visage rouge et trempé de sueur, frappa la terre d'un poing rageur. « C'est un piège. On nous a conduits ici pour nous enterrer. À quoi servent tes prières, Rosa? À quoi sert ta foi, Matteo? Ici, il n'y a rien. » Le silence qui suivit fut lourd comme le soleil. Certains sanglotèrent. D'autres s'allongèrent sur le sable, abandonnés.
Mathéo fixa Julien, les yeux brûlants. Si nous cédons au désespoir, alors nous sommes déjà morts. Et tu proposes quoi? Répondit Julien d'une voix cassée. Attendre un miracle? Mathéo ne répondit pas. Sa gorge en feu l'empêchait de parler. Il se mit à genoux, sortit son vieux chapelet et ferma les yeux. Seigneur, donne-nous la force. Ne laisse pas cet arbre devenir notre tombe. Peu à peu, d'autres voix se joignirent à la sienne. Un murmure fragile, mêlé de sanglots, monta vers le ciel. Rosa, des larmes creusant des sillons dans la poussière de son visage, répéta sans cesse. Ne nous abandonne pas, ne laisse pas ma fille mourir ici. Un souffle léger agita alors les dunes, soulevant un voile de sable autour de l'arbre mort. Les branches craquèrent doucement, comme si elles répondaient à leur supplication. Julien s'éloigna, secouant la tête, mais ses yeux trahissaient la peur. Mathéo, toujours à genoux, laissa remonter ses souvenirs, sa mère, penchée sur le feu de la cuisine, chantant doucement pour couvrir sa toux, l'odeur du maïs grillé, les rires des enfants dans son village. Chaque image était une étincelle qui rallumait son désir de survivre. Je ne me rendrai pas, souffla-t-il avec fermeté. Le soleil poursuivit sa course implacable. Certains s'effondrèrent sous la maigre ombre du tronc sec, attendant la nuit comme une délivrance. Mais respirer encore, malgré la douleur, devint un acte de résistance. Sous ce témoin stérile, l'arbre mort devint un sanctuaire. Ils n'y voyaient plus un squelette, mais l'autel de leur foi commune. Tous priaient la même prière, ne pas mourir ici. Mathéo, le front contre le sable brûlant, jura en silence qu'il trouverait une issue, même si le monde entier leur tournait le dos. La nuit tomba comme un manteau de glace. Les migrants tremblaient, serrés les uns contre les autres. Mathéo, adossé au tronc, resta éveillé, hanté par le souvenir des prières du jour. Sa mère résonnait encore dans sa tête, « Tiens bon, mon fils. Ne laisse pas la fatigue voler ton âme. » À l'aube, les dunes se teintèrent de rouge. Le groupe se releva, plus épuisé que jamais. Rosa tenait Camilla qui peinait à ouvrir les yeux. Julien, le visage ravagé, murmura. Si nous ne trouvons pas d'eau aujourd'hui, tout est fini. Mathéo chercha un peu d'ombre pour protéger Rosa et l'enfant. Alors, sous sa main posée à la base du tronc, il sentit quelque chose d'étrange, une légère humidité. Il fronça les sourcils, gratta encore. Non, ce n'était pas une illusion. Attendez, souffla-t-il d'une voix rauque. Ici, il y a de l'humidité. Rosa leva vers lui des yeux fatigués. Quoi? Il montra le sol. Julien éclata d'un rire amer. Tu es en train de délirer. Tu crois que ce cadavre d'arbre va nous donner de l'eau? Mais Mathéo, refusant d'écouter, commença à creuser avec ses ongles. La terre était dure, mais sous la croûte sèche, la fraîcheur devenait palpable. Aidez-moi! Cria-t-il. 2 migrants vinrent à ses côtés. Leurs doigts saignèrent vite, mais ils n'arrêtèrent pas. Rosa posa doucement Camilla au sol et s'agenouilla pour gratter elle aussi. S'il y a une chance, nous ne pouvons pas renoncer. Le temps se distendit. Le trou s'approfondit, leurs mains couvertes de poussière et de sang. Puis, soudain, une lueur sombre apparut dans la terre. Mathéo leva la tête, les yeux écarquillés. De l'eau. Un murmure parcourut le groupe. Rosa toucha la boue humide et éclata en sanglots de joie. Même Julien s'agenouilla, incrédule, et plongea ses mains dans le sol détrempé. Bientôt, un petit bassin se forma, rempli d'une eau trouble mais réelle. Rosa recueillit quelques gouttes et les porta aux lèvres de Camilla. La fillette but faiblement, puis esquissa un sourire fragile. Son regard retrouva une étincelle de vie. Les autres se relayèrent pour boire à leur tour, chacun bénissant ce don imprévu. Mathéo tomba à genoux, vidé, mais soulagé. L'eau avait le goût de terre, mais aussi celui de l'espérance. Julien brisa le silence. Ce n'est peut-être pas un miracle, mais ce n'est pas non plus un hasard. Rosa hocha la tête. Parfois, la foi et la terre se rencontrent au même endroit. Ils partagèrent prudemment chaque goutte. Leurs mains couvertes de boue, leurs lèvres humides, certains rirent pour la première fois depuis des jours. Le désert, qui quelques heures plus tôt semblait leur tombeau, devenait le témoin d'une renaissance. Mathéo observa l'arbre. Toujours nu, toujours sans feuilles, mais désormais il n'était plus un symbole de mort. Cet arbre nous a sauvés, murmura-t-il. Le vent passa entre les dunes,
soulevant un voile de poussière. Les migrants, regonflés par cette trouvaille, se relevèrent. Le chemin vers le nord restait incertain, mais une graine venait de germer dans leur cœur, celle de l'espérance. Le désert continuait de extender son immensité implacable, comme une bête silencieuse qui observait leurs pas chancelants avec une patience infinie. Et pourtant, ce jour-là, un souffle d'espoir animait encore le groupe. La découverte providentielle d'un point d'eau avait redonné un instant de vie à leur corps épuisé, mais ce répit fragile s'évanouit vite, avalé par la dure réalité. Le soleil commençait déjà à descendre vers l'horizon, et la maigre ombre d'un arbre rachitique ne suffisait pas à protéger leur peau brûlée. Alors qu'ils s'abritaient tant bien que mal, une question cruciale surgit, quel serait le prochain pas? Car le désert, loin d'être vaincu, ne faisait que commencer. Et au-delà, l'horizon restait un voile incertain, plein de promesses aussi bien que de menaces. Julian, le visage couvert de poussière et les lèvres fendillées par la soif, fut le premier à briser le silence. Sa voix râpeuse portait la fatigue, mais aussi une colère sourde. Écoutez-moi bien. Ce voyage ne nous mènera nulle part. Vous croyez vraiment qu'il est possible de traverser la frontière? Nous mourrons lentement ici. Le plus sensé serait de rester au nord du Mexique, trouver du travail et survivre. Ces mots tombèrent comme des pierres dans le cœur des autres. Rosa releva la tête brusquement, ses yeux étincelants d'indignation. Que me espéra en Mexico? Lança-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. La déportation, la clandestinité, la peur quotidienne pour ma fille. Moi, je suis venu pour traverser, Julian. Si je reste, tôt ou tard on nous renverra au Salvador, et là-bas, c'est la mort qui nous attend. Julian serra les mâchoires et frappa la terre desséchée du poing, faisant voler un peu de sable. Et tu préfères risquer la vie de ta fille dans cet enfer? Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les autres migrants, assis en cercle, observaient la scène en silence. Leurs visages fatigués reflétaient la division intérieure, entre l'espoir têtu et la peur paralysante. Matteo, jusque-là muet, sentait la tension se nouer autour de lui comme un étau. Dans son esprit résonnait la voix douce de sa mère, malade, qui l'attendait loin de là, rappelant le but de son sacrifice, atteindre le nord, trouver de l'argent, lui envoyer de quoi survivre. Mais les paroles de Julian s'infiltraient aussi dans son cœur. Et si continuer relevait du suicide? Il inspira profondément avant de parler, sa voix grave brisant enfin la discorde. Ce n'est pas si simple. Rester ici peut être tout aussi dangereux. Sans papier, sans soutien, nous serons vulnérables à tous les abus. Rosa planta ses yeux dans les siens, une flamme y dansant. Moi, je dois arriver aux États-Unis, Matteo. Pour Camilla, il n'y a pas d'autre issue. Je ne peux pas reculer. Alors moi, je ne vous suivrai pas vers une mort certaine, répliqua Julian, les bras croisés comme une muraille. Si vous voulez tenter, faites-le. Moi, je reste. J'essaierai de trouver du travail dans une ville frontalière. Un lourd silence s'abattit. La petite Camilla, étrangère à la dispute, jouait avec une branche sèche, inconsciente du dilemme qui déchirait les adultes. Ce contraste serra le cœur de Matteo. Il murmura d'une voix tremblante. Regardez-la. Croyez-vous vraiment qu'il n'existe qu'une seule réponse à ce chemin? Au fond, nous voulons tous la même chose, survivre et protéger ceux que nous aimons. Rosa ferma les yeux et caressa tendrement les cheveux de sa fille. Je ne peux pas me contenter de moins. Au Mexique, je vivrai dans la peur. En traversant, au moins, il me restera l'espérance. L'espérance ne nourrit pas l'estomac, gronda Julian. Et elle n'achète pas de médicaments. Ces paroles frappèrent Matteo de plein fouet. Il pensa à sa mère, aux nuits où sa toux la laissait suffocante. Comment la sauverait-il s'il ne réussissait pas à envoyer de l'argent? Mais une autre idée s'insinuait, travailler ici, même pour un salaire misérable, ne serait-ce pas plus sûr que risquer la mort? Les murmures se multiplièrent dans le groupe. Certains acquiesçaient à Julian, d'autres se rangeaient derrière Rosa. Le dilemme s'étendait comme une fissure, divisant les cœurs. Matteo s'écarta, contemplant le coucher du soleil qui enflammait le ciel de tons rougeoyants et orangés, comme une plaie ardente rappelant la fragilité de leur force. Il porta son chapelet à ses lèvres et pria en silence, « Seigneur, donne-moi la sagesse de choisir. » Quand il revint parmi les autres, il sentit leur regard peser sur lui. Il n'avait jamais revendiqué de leadership, mais ses actes avaient fait de lui un repère. « Je n'ai pas toutes les réponses », avoua-t-il avec sincérité.
Mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas nous abandonner ici. Que nous choisissions de rester ou de traverser, il faut le décider ensemble. Si nous nous divisons, le désert nous avalera. Les mots frappèrent les consciences. Julien détourna le regard, incapable de répliquer. Rosa soupira, soulagée qu'au moins quelqu'un pense à l'unité. La nuit tomba sur leurs doutes, laissant en suspens une question sans réponse, fallait-il risquer tout pour un rêve ou se contenter du peu, mais en vie? Le matin suivant, un vent froid balaya le désert, contraste brutal avec l'étouffante chaleur de la veille. Le groupe reprit sa marche, silencieux, chacun absorbé par ses pensées. Julien avançait tête baissée, Rosa serrait la main de Camilla, qui peinait à suivre. Matteo fixait obstinément l'horizon, tentant d'oublier la brûlure de ses pieds et la sécheresse de sa gorge. Vers midi, ils s'arrêtèrent à l'ombre maigre d'un rocher. C'est alors qu'un grondement mécanique se fit entendre. Une vieille camionnette poussiéreuse surgit au loin, cahotant sur le sable. À son bord, un homme vêtu d'une chemise entr'ouverte, d'un large sombrero et de bottes usées. Il s'arrêta à quelques mètres, leur adressant un sourire en coin qui n'inspirait pas confiance. « Buenos dias, voyageurs », lança-t-il d'une voix rauque. « On dirait que vous marchez vers le nord. » Le groupe se raidit aussitôt. Julien fronça les sourcils. « Et en quoi ça te regarde ?» L'homme leva les mains en signe d'apaisement. « Tranquillo. Je ne suis ni un voleur ni un pistolero. Je suis un guide, un coyote, comme on dit. » À ces mots, Rosa resserra Camilla contre elle, son instinct maternel hurlant le danger. « Qu'est-ce que tu veux de nous » demanda-t-elle d'une voix dure. « Rien que vous ne puissiez me donner, » répondit-il en descendant de la camionnette. « Je connais des routes sur vers l'Arizona. Si vous payez, je vous y conduis. Sinon, vous pouvez continuer seul et compter sur votre chance. » Un silence lourd s'abattit. Matteo scruta l'homme. Sa peau tannée par le soleil révélait des années passées dans le désert, mais ses yeux, brillants d'une assurance inquiétante, semblaient cacher trop de secrets. Un pendentif d'argent étincelait à son cou. « Et combien tu demandes » lança Julien, plus par défi que par réelle curiosité. « 3000 $ par tête, » répondit le coyote sans hésiter. La petite paie la moitié. Un murmure d'indignation parcourut le groupe. Rosa secoua la tête, désespérée. « Comment veux-tu qu'on ait cette somme ? On survit à peine. » L'homme haussa les épaules. « Ce n'est pas mon problème. Moi, j'offre la sécurité. À vous de choisir. » Matteo sentit le sang lui battre aux tempes. « Et comment être sûr que tu ne nous abandonneras pas en plein désert ?» Le coyote planta son regard dans le sien, un sourire énigmatique aux lèvres. « Vous n'en avez aucune preuve. Mais ceux qui me connaissent savent que ma parole vaut plus que l'argent. » Julien ricana amèrement. La parole d'un coyote vaut autant qu'un faux billet. Le guide ne se vexa pas. Il ajusta son sombrero et observa chacun d'eux avec un calme troublant. « Je ne vous supplie pas. Deux chemins s'offrent à vous, me faire confiance, ou continuer à mourir lentement sous ce soleil. » Rosa éclata en sanglots silencieux, caressant les cheveux de sa fille. Je ne sais pas combien de temps Camilla pourra encore tenir. Le poids de ces mots écrasa Matteo. Les avertissements du père Esteban à Ixtepec lui revinrent, ne laissez pas le désespoir vous livrer à de mauvaises mains. Mais quelle autre issue leur restait-il? Le désert les consumait chaque jour davantage. Laisse-nous le temps de réfléchir, dit Matteo d'une voix ferme. Le coyote hocha la tête. Je serai dans les parages. Cette nuit, je reviendrai. Si vous voulez me suivre, soyez prêts. Sinon, ce sera votre choix. Il remonta dans son véhicule et disparut dans un nuage de poussière, laissant le groupe dans un silence accablant, suspendu entre la peur et l'espoir. La trahison du coyote. Julien rompit le silence avec une ironie cinglante, sa voix résonnant comme une gifle. Tu vois, dit-il en crachant les mots, le salut n'est jamais gratuit. Ceux qui mettent leur confiance dans des types comme lui finissent toujours plus mal que hante. Rosa, les yeux rougis par les larmes, le fixa avec une intensité farouche. Je préfère risquer ma vie à ses côtés, murmura-t-elle d'une voix tremblante, que d'enterrer ma fille dans ce désert. Les mots frappèrent Matteo en plein ventre. Un nœud de tension se forma dans son estomac. Chaque choix, il le savait, avait un prix cruel. Et désormais, ce prix semblait s'alourdir à chaque pas qu'il faisait vers le nord. Cette nuit-là, la lune dressa ses ombres argentées sur les dunes infinies.
Le désert, immense et trompeur, brillait d'une beauté glaciale, mais le froid mordait les os avec une cruauté implacable. Le groupe, transi et inquiet, attendait dans un silence de plomb le retour du coyote. Camilla, fragile comme une poupée de porcelaine, reposait sur les genoux de Rosa, emmitouflée dans une couverture trop mince pour repousser l'air glacial. Matteo scrutait l'horizon, méfiant. Une question revenait sans cesse dans son esprit, avait-il commis une erreur irréparable en leur confiant la route? Puis, le silence fut brisé. Le moteur d'une camionnette rugit au loin, faisant sursauter chacun d'eux. Les phares percèrent la nuit et la silhouette du coyote apparut, identique à la première fois, sourire en coin, regard perçant. Alors? Lança-t-il en descendant avec nonchalance. Vous avez pris une décision. Rosa, d'une voix encore tremblante mais résolue, répondit la première. Nous irons avec toi. Nous n'avons plus le luxe de perdre du temps. Julien gronda, fulminant. Tu parles pour toi et ta fille. Moi, je ne suis toujours pas convaincu. Le coyote arqua un sourcil, amusé. Si tu restes, tu mourras ici. Si tu me suis, tu as une chance. Tu décides. À contre-cœur, même Julien céda. Le désir de continuer, même infime, était plus fort que ses doutes. Ils montèrent à l'arrière de la camionnette, serrés comme du bétail, secoués à chaque cahot du véhicule. Pendant des heures, ils roulèrent sous le ciel étoilé, priant en silence pour que la dextérité du conducteur les mène à un avenir plus clément. Mais à l'aube, alors que le soleil commençait à embraser l'horizon, le coyote arrêta brusquement le véhicule au milieu de nulle part. Il descendit, alluma une cigarette et les observa avec un air distant. « Jusqu'ici je vous mène, dit-il d'un ton détaché. » Le silence fut immédiat. Rosa, incrédule, fit un pas en avant. « Comment ça, jusqu'ici ? Tu avais promis de nous guider jusqu'à la frontière. » L'homme éclata d'un rire sec. « J'ai dit que je vous donnerais une opportunité. Et vous l'avez. Continuez tout droit. Le mur est à 2 jours de marche. » Julien explosa, ses poings tremblants de rage. « Tu nous abandonnes ici sans eau ni nourriture. Tu nous condamnes. » Le coyote haussa les épaules, indifférent. « Ce n'est pas mon problème. Vous connaissiez l'accord. » Matteo, brûlant de colère, s'avança à son tour. « Tu es un traître. » Le coyote le fixa un instant, inspira sa cigarette et souffla lentement la fumée avant de répondre avec une cruauté tranquille. « Je suis un coyote. Et les coyotes survivent en trompant. » Il remonta dans la camionnette, fit demi-tour et disparut, laissant derrière lui une nuée de poussière qui se dissipa rapidement dans l'air immobile. Le silence qui suivit était plus écrasant que n'importe quel cri. Le désert semblait rugir dans son mutisme. Rosa serra Camilla contre elle, ses larmes coulant librement. « Il nous a condamnés, » sanglota-t-elle. Julien frappa le sable de ses poings. « Je t'avais prévenu, Matteo. Faire confiance à ce misérable était ton erreur. » Matteo sentit la culpabilité l'envahir comme un poison. Les paroles du père Esteban résonnaient encore dans sa mémoire, ne laissez pas le désespoir vous pousser entre de mauvaises mains. Mais il avait choisi de croire, et maintenant ils étaient à la merci du désert. Ce n'était pas seulement ma décision, répondit-il d'une voix brisée. Nous avons tous accepté. Nous n'avions pas d'autre choix. Le débat fut interrompu par une quinte de toux. Camilla respirait difficilement, son visage pâle, ses lèvres fendillées par la sécheresse. Rosa la serra contre son cœur, implorant. Elle a besoin d'eau. Elle ne peut pas continuer ainsi. Matteo leva les yeux vers l'horizon nu. Les dunes s'étendaient à perte de vue, sans la moindre trace de vie. La trahison les avait laissés plus vulnérables que jamais. Certains se mirent à pleurer. D'autres restèrent immobiles, comme déjà résignés à mourir. Julien, les yeux brûlants de rage, pointa un doigt accusateur vers Matteo. « Si cette petite meurt, ce sera ta faute. » Ces mots l'atteignirent de plein fouet, mais Matteo refusa de céder au désespoir. Il serra les poings, inspira profondément et déclara avec fermeté. « Non. Nous ne pouvons pas nous rendre. Si nous restons ici, oui, nous mourrons. Mais si nous marchons, pas à pas, nous avons encore une chance. » Rosa leva vers lui un regard désespéré. « Et si Camilla ne tient pas ?» Matteo posa doucement ses mains sur ses épaules. « Alors nous la porterons. Personne ne sera laissé derrière. » Un silence parcourut le groupe.
Le désert restait un ennemi mortel, mais désormais ils avaient une autre bataille à mener, survivre malgré la trahison. Avec le soleil montant, la chaleur brûlante du sable mordait déjà leurs pieds. Chaque respiration était un supplice. Matteo prit Camilla dans ses bras. Elle paraissait légère, mais le poids de sa vie reposait tout entier sur ses épaules. Ses paupières s'alourdissaient de fatigue, mais il refusait de céder. À ses côtés, Rosa avançait en silence, ses joues marquées par des larmes séchées. « Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir, » souffla-t-elle. « Elle résistera, » répondit Matteo avec assurance, même si au fond de lui le doute le rongeait. Julian, à l'arrière, marmonnait des malédictions. « Nous sommes perdus. Nous aurions dû rester à Publa, chercher du travail là-bas. Ce désert est une condamnation à mort. » Matteo s'arrêta, tourna la tête et le fixa avec gravité. « Alors prends ton chemin, Julian. Mais moi, je ne laisserai pas Rosa ni sa fille. Si tu veux vivre, reste avec nous. » Le silence retomba. Malgré son orgueil, Julian ne se sépara pas. Il continua d'avancer, grommelant, mais toujours aux côtés du groupe. Ce fut, sans qu'il le sache encore, la première étincelle d'unité entre eux. Matteo prit l'initiative d'organiser des tours. Chacun portera Camilla un moment. Elle ne peut pas rester uniquement dans les bras de sa mère. Et nous partagerons ce qui nous reste à manger, même s'il ne s'agit que d'une bouchée chacun. Un jeune guatémaltèque hocha la tête. Si nous nous soutenons, nous aurons plus de chances de survivre. Alors, un à un, les migrants commencèrent à suivre ce plan. Camilla passait de bras en bras, recevant à chaque fois un mot doux, une caresse, un encouragement. Sa voix, faible mais sincère, murmurait des « merci » qui gonflaient le cœur de ceux qui la portaient. L'après-midi arriva avec son vent brûlant. Leurs lèvres se fendaient, leur peau se cloquait, leurs pieds suppuraient sous les ampoules, mais ils continuaient d'avancer. Julian, qui avait toujours gardé une attitude dure, finit par s'approcher de Matteo. « Je ne sais pas comment tu fais. Moi, j'aurais abandonné depuis longtemps. » Matteo, le regard fixé sur l'horizon, répondit calmement. « Je ne le fais pas seulement pour moi. Je le fais pour eux, pour ma mère, pour chaque personne qui a laissé tout derrière elle. » Julian baissa la tête, ému malgré lui. « Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons résister. » À la tombée de la nuit, ils trouvèrent refuge sur un petit promontoire rocheux. Ils partagèrent les dernières miettes de pain et les haricots secs d'un vieux sac. Personne ne se plaignit. Chaque bouchée, aussi minuscule soit-elle, devenait un symbole de vie. Rosa prit la parole, sa voix douce mais ferme brisant le silence. « Aujourd'hui, j'ai compris que peu importe si nous atteignons ou non les États-Unis. Ce qui compte, c'est que nous ne nous abandonnions jamais. C'est cela qui nous rend plus forts que le désert. » Matteo la regarda avec un profond respect. « Tu as raison. Le désert veut nous diviser. Mais tant que nous resterons ensemble, il ne nous brisera pas. » Ils allaient y arriver, se disait Matteo, à condition d'avancer comme un seul corps, un seul souffle. Cette conviction se transmit silencieusement à tout le groupe. Les têtes acquiescèrent. Même Julian, habituellement dur et méfiant, brisa son masque en tendant à Rosa un morceau de pain sec. « Prends pour la petite. Moi, je peux attendre. » Ce geste modeste, offert du bout des doigts, fit éclater quelque chose de plus grand que la faim. Les murs invisibles qui les tenaient chacun enfermés dans sa propre survie se fissurèrent. Ils n'étaient plus une poignée d'étrangers marchant côte à côte dans l'enfer du désert. Ils devenaient une communauté improvisée, soudée par la douleur mais aussi par l'espérance. Pendant que les autres dormaient, serrés les uns contre les autres pour tromper le froid, Matteo resta éveillé. Ses yeux fatigués glissaient sur les visages creusés par la fatigue, illuminés par une lune blafarde. Chaque ride, chaque souffle était un chapitre d'une lutte commune. Son propre corps criait la lassitude, ses muscles tremblaient, mais dans ce silence nocturne naissait un orgueil secret, ils n'étaient pas vaincus. Le chemin n'était pas fini, parce qu'ils étaient ensemble, ils continuaient à exister. Il ferma les yeux un instant, posa ses mains sur la terre froide et murmura une prière muette, « Donne-nous la force de rester unis. C'est tout ce qu'il nous faut. » Avec cette certitude comme un talisman, le sommeil finit par l'emporter. Ils savaient que la solidarité qui les liait était désormais leur plus grand bouclier contre l'immensité hostile. À l'aube, le vent se leva, violent, comme pour les tester une fois de plus. Quand les premières lueurs se répandirent sur l'horizon,
une vision les cloua sur place. Après des jours interminables de marche, ils atteignirent un promontoire rocailleux. Là-bas, dans la brume dorée du matin, la frontière se dessinait enfin, une ligne artificielle qui tranchait la terre comme une cicatrice, hérissée de tours de surveillance et du miroitement métallique du mur. Leurs cœurs battirent à tout rompre. Ce n'était pas qu'un simple tracé géographique, c'était l'abîme entre l'espoir et l'échec. Matteo sentit ses jambes vaciller. Il revoyait en un éclair toutes les nuits où il avait rêvé de ce moment. La voilà, pensa-t-il. Mais, au lieu de l'allègement promis, une vague glacée de peur lui parcourut l'échine. Rosa, les yeux mouillés, serrait Camilla contre son cœur comme pour la protéger d'un verdict invisible. Julian, qui s'efforçait de garder son visage impassible, ne pouvait cacher dans ses pupilles l'éclat nerveux du doute. On y est, murmura Rosa comme si parler plus fort pouvait briser l'illusion. Oui, mais ce n'est pas fini, répondit Julian en montrant du doigt les lueurs qui clignotaient au loin. Les patrouilles nous attendent. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle parole. Tous savaient que le dernier tronçon serait le plus dangereux. Le désert les avait écorchés, mais ce qui se dressait maintenant devant eux exigeait autre chose qu'une endurance physique, la ruse, la prudence, et une foi nue. Il leur faudrait échapper aux yeux des miradors, aux chiens dressés pour traquer, aux hommes armés qui n'hésiteraient pas à les repousser ou à les arrêter. Matteo respira profondément. Sa voix sortit posée, presque apaisante. Réfléchissons. On ne peut pas se jeter là-dedans sans plan. Un jeune hondurien, les yeux brillants d'émotion et de peur, répliqua d'une voix brisée. Moi, je n'en peux plus. Je préfère tenter ma chance cette nuit. Si tu cours sans penser, ils t'attraperont, le coupa Julian. Et il n'y aura pas de retour possible. La discussion mourut d'elle-même quand un hurlement de chien résonna au loin. Les bruits de la frontière semblaient se rapprocher, moteurs de patrouille, radio qui crépitait dans l'obscurité. Rosa ferma les paupières, comme si la foi pouvait dissiper la peur. Seigneur, accompagne-nous dans ce dernier passage, pria-t-elle. Matteo observa la petite Camilla, endormie dans les bras de sa mère. Sa respiration faible mais régulière avait quelque chose d'un miracle fragile. Il comprit alors que la frontière n'était pas qu'une barrière de métal, c'était un jugement. Chacun devrait décider du prix qu'il était prêt à payer. Le soleil déclina et, avec la tombée du soir, un souffle de répit se glissa entre eux. Sous l'ombre maigre de quelques arbustes desséchés, ils se dissimulèrent pour observer. Les projecteurs des tours tournaient comme des yeux mécaniques qui ne clignaient jamais. À chaque balayage, la lumière tranchait la nuit et la sable comme des couteaux de feu. Il faut attendre le bon moment, dit Matteo, s'efforçant de garder la voix calme. Et si ce moment n'arrive jamais? Lança Julian, la rage et la peur mêlées dans la gorge. Il viendra, répondit Rosa avec une conviction qui étonna même Matteo. Peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais il viendra. Le silence revint, troué seulement par le sifflement du vent. Chacun se recroquevilla contre la terre pour chercher un peu de chaleur et d'ombre. Personne ne dormait vraiment. Les heures s'étiraient comme un fil tendu, chaque minute alourdie de tension. Dans cette attente interminable, Matteo leva un instant les yeux vers le ciel criblé d'étoiles. Il pensa à Oaxaca, au visage fatigué de sa mère, à la promesse qu'il avait portée jusque-là. Il ferma les paupières et murmura. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour abandonner. » Rosa, qui était tout près, entendit la phrase et lui serra la main. « Nous ne sommes pas seuls, Matteo. Quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble. » Il hocha la tête en silence. Cette pression chaude dans sa paume lui rendit de la force. Le mur, illuminé par des projecteurs aveuglants, restait là comme une bête d'acier. Mais il devenait aussi un monument à leur résistance, la preuve tangible de tout ce qu'ils avaient enduré pour arriver jusque-là. La nuit avançait, enveloppant la frontière d'un silence tendu, troué seulement par le bourdonnement lointain des moteurs et les aboiements des chiens qui patrouillaient. Cachés entre les buissons secs, les yeux rivés sur la barrière, ils savaient que l'heure de la décision approchait. C'était la dernière épreuve, le destin même pour lequel ils avaient supporté la faim, la soif et les humiliations. Pourtant, au lieu de l'espérance, c'était l'incertitude qui dominait. Soudain, Julian se redressa, son visage déformé par l'épuisement. « Moi, je n'attends plus. Si je reste ici, je meurs. Je préfère courir cette nuit, même s'il m'attrape. » Ne sois pas imprudent, tenta Matteo en se levant à son tour. Je préfère tomber en essayant que me pourrir encore dans ce maudit désert. Grogna Julian.
Rosa, serrant Camilla contre elle, intervint d'une voix tremblante. « Ne fais pas ça, Julian, c'est de la folie. » Mais il ne l'entendit plus. Après un dernier regard vers eux, il se jeta dans l'obscurité, courant vers le mur. Sa silhouette disparut entre les ombres et les faisceaux. Quelques secondes plus tard, des cris éclatèrent, suivis du hurlement furieux d'un chien. Personne ne sut s'il avait été attrapé, s'il avait réussi à se cacher ou s'il était tombé. Le silence qui suivit glaça le sang. Rosa s'effondra sur le sable en pleurant. « C'est impossible. Je ne peux pas risquer ma fille. Si on m'attrape, ils nous renverront au Salvador et on nous tuera là-bas. Mais si je cours, je peux mourir ici même. » Matteo la regarda, le cœur traversé de la même angoisse. En lui, deux voix se battaient, celle de sa mère, qui le poussait à continuer, et la réalité brutale qui se dressait devant ses yeux. Rosa avait raison, l'espérance pouvait se transformer en condamnation. « Peut-être que ce n'est pas le moment de traverser, » dit-elle d'une voix basse. « Peut-être qu'on peut rester au Mexique, trouver du travail à la frontière, survivre sans risquer davantage. » Elle leva vers lui des yeux noyés de larmes. Mais renoncer au rêve? Renoncer à la promesse d'un avenir différent? Matteo enfouit son visage dans ses mains. Il était écartelé. Il pensait à sa mère, à ses quintes de toux interminables, aux médicaments qu'elle n'avait jamais pu payer. Il pensait à chaque pas parcouru, à la soif qui lui avait brûlé la gorge, au sang séché sur ses lèvres. À quoi tout ce sacrifice aurait-il servi s'il n'allait pas au bout? Puis son regard retomba sur Camilla, qui dormait dans les bras de sa mère, ignorante du dilemme qui consumait les adultes. Sa respiration tranquille était un rappel de ce qui comptait vraiment, la vie. Matteo sentit alors que la décision finale ne serait pas seulement un acte de courage, mais un choix de valeur. Ce mur qu'il contemplait n'était pas qu'une frontière. C'était le miroir impitoyable de leurs désirs et de leurs peurs. Sous la nuit tendue, chacun d'eux, qu'il le veuille ou non, comprit qu'au-delà du métal et des projecteurs, ce qui les attendait n'était pas seulement un nouveau pays, mais un jugement intérieur. Jusqu'où était-on prêt à aller pour tenir une promesse? Et qu'est-ce qui valait plus que tout, le rêve ou la survie? Le silence pesait sur le campement improvisé, seulement troublé par le crissement d'El Viento qui agitait la arena y el jadeo de quien on respiraba con dificultad. Matteo rompio es silencio con voz grave, cargada de cansancio pero también de resolution. Ce n'est pas seulement une question de rêve, murmura-t-il enfin. C'est une question de survie. Et parfois, survivre veut dire choisir un autre chemin. Ces mots résonnèrent dans l'air comme un verdict. Rosa, serrant contre elle le corps frêle de sa fille, l'écouta sans répondre. Son cœur refusait d'abandonner l'espoir de franchir la frontière, mais la fermeté de Matteo lui apporta une étrange sérénité. Elle caressa le front brûlant de la petite et soupira. « Peut-être as-tu raison. Peut-être que le véritable courage ne consiste pas à franchir ce mur, mais à accepter ce que nous avons ici. » Autour d'eux, le petit groupe de migrants épuisés garda le silence. La frontière restait là, tout près, immense et écrasante, à la fois promesse d'un avenir meilleur et menace d'un destin fatal. L'absence de nouvelles de Julian, qui s'était aventuré seul dans l'obscurité, planait comme une ombre. Nul ne savait ce qu'il était devenu. Cette incertitude était devenue un avertissement silencieux. Matteo serra son vieux rosaire entre ses doigts. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée en quittant son village, mais peut-être la décision qui pouvait leur sauver la vie. La frontière, pensa-t-il, ne séparait pas seulement deux pays, elle éprouvait le cœur de tous ceux qui osaient l'affronter. Lorsque les premières lueurs de l'aube dissipèrent l'obscurité, il tourna son regard vers Rosa et hocha doucement la tête. « Nous chercherons un endroit de ce côté. Peut-être que ce n'est pas le rêve que nous avions dessiné, mais c'est encore la vie. » Rosa acquiesça, les yeux embués de fatigue et d'émotion, serrant sa fille avec une force désespérée. Au loin, le mur se dressait, illuminé par les projecteurs comme un géant de métal et de béton qui surveillait la nuit. Ils ne l'avaient pas franchi, mais chacun d'eux savait qu'il venait de prendre une décision définitive, résister autrement. Le jour se leva, portant avec lui une sensation étrange, pas un soulagement complet, mais une paix austère, celle qui naît lorsque l'on sait qu'un choix irréversible a été posé. Matteo, Rosa et les quelques survivants de ce voyage avaient accepté qu'ils ne traverseraient pas cette nuit-là. Le mur n'était plus leur destin immédiat, mais seulement le rappel cruel de la proximité des rêves et de la nécessité, parfois, de les abandonner pour rester vivants. Avec des pas lourds et hésitants, ils se mirent en route vers une petite ville frontalière du côté mexicain.
Ce lieu ne promettait ni richesse ni miracle, mais il offrait ce que leur cœur désirait le plus, la continuité de la vie. Après tant de souffrance et de deuil, c'était déjà une victoire. Rosa jeta un regard à Matteo qui portait Camilla endormie dans ses bras. « Penses-tu vraiment que nous pourrons commencer quelque chose ici » demanda-t-elle d'une voix brisée. Matteo inspira profondément, contemplant les rues poussiéreuses qui se dessinaient à l'horizon. « Je ne sais pas, Rosa. Mais au moins ici, nous avons une chance. Nous ne pouvons pas continuer à risquer davantage. » Elle posa tendrement la main sur le front de sa fille. Tant qu'elle est en sécurité, cela suffit. À leur arrivée, une odeur de soupe chaude les enveloppa. Dans un refuge improvisé, d'autres migrants s'étaient rassemblés. Des prières s'élevaient doucement, se mêlant au murmure des conversations. Les uns attendaient encore une autre tentative pour traverser, les autres avaient déjà choisi de s'installer de ce côté de la frontière. Dans ce chaos fragile, il y avait un semblant d'humanité. Matteo trouva bientôt un travail précaire au marché, déchargeant des caisses à l'aube pour quelques pièces. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque pièce gagnée était une pierre posée sur la promesse qu'il avait faite à sa mère avant de partir, ne pas se laisser abattre. Rosa, quant à elle, trouva soutien et amitié dans un centre communautaire destiné aux femmes et aux enfants. Pour la première fois depuis des semaines, Camilla put dormir sous un toit sans craindre la nuit. Mais l'ombre de Julien restait. Nul ne savait ce qu'il était advenu de lui après s'être lancé vers le mur dans la noirceur. Avait-il trouvé une brèche ? Ou bien la frontière l'avait-elle englouti comme tant d'autres, laissant son nom se dissoudre dans la poussière et l'oubli ? Parfois, le soir, après le travail, Matteo s'asseyait à l'entrée du refuge et laissait son esprit dériver vers son compagnon disparu. Peut-être a-t-il réussi, se disait-il. Ou peut-être qu'il est tombé là où tant d'autres sont tombés. Cette pensée le hantait, rappel brutal de la fragilité de leur propre destin. Un après-midi, alors qu'il reposait son corps épuisé, Rosa s'assit près de lui et lui tendit une tasse de café clair et amer. « Penses-tu encore à traverser » demanda-t-elle en le fixant avec une douceur inquiète. Matteo contempla les enfants qui jouaient dans la poussière, les femmes qui vendaient du pain, les hommes qui cherchaient un labeur quotidien. Enfin, il répondit. « Oui. Mais pas maintenant. J'ai compris que parfois, l'essentiel n'est pas de réaliser le rêve tout de suite. L'essentiel, c'est de rester vivant pour avoir la chance de l'essayer à nouveau. » Un sourire triste éclaira le visage fatigué de Rosa. « Moi aussi, j'y ai pensé. Peut-être que nous ne franchirons jamais cette frontière. Mais ici ma fille respire encore. Et cela suffit. » Le temps passa. Peu à peu, la routine s'installa à la place du désespoir. Les journées restaient dures, pauvreté, incertitude, lutte constante. Mais parmi les migrants qui avaient décidé de rester, une petite communauté naquit. Ils partageaient leurs repas, travaillaient côte à côte, s'offraient des mots d'encouragement lorsque l'un faiblissait. Dans cette solidarité fragile, Matteo découvrit une vérité nouvelle, la frontière n'était pas seulement une ligne de béton et de fer, c'était aussi une ligne intérieure. Elle marquait la limite entre le désespoir et l'espérance, entre la résignation et la volonté de continuer à vivre autrement. Un soir, assis dans le refuge, il fit glisser entre ses doigts le rosaire que sa mère lui avait confié. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'il murmura. « Je n'ai pas traversé, mais je suis toujours debout. Et cela aussi, c'est une victoire. » Dans sa mémoire ressurgit l'image de l'arbre sec qui les avait un jour accueillis dans le désert. Cet arbre n'avait ni fruits ni feuilles, mais il leur avait offert de l'eau, et cette eau avait sauvé leur vie. C'était le symbole de leur parcours, la vie ne donnait pas toujours ce que l'on attendait, mais elle offrait toujours une manière de résister. Chers lecteurs, chères lectrices, si tu crois que l'histoire de Matteo, de Rosa et de tant d'autres migrants mérite d'être racontée et transmise, je t'invite à rester avec nous, à continuer ce chemin de récit de lutte et de dignité. Car chaque voix, chaque souvenir, chaque larme a la puissance de transformer le silence en mémoire et la douleur en espérance. Et si ton cœur a été touché par leur histoire, n'oublie pas qu'une autre t'attend, prête à éveiller en toi la même émotion.